Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 23 janvier 2020. Luc Dansereau, hello. L'équipe des grilles aujourd'hui. Salut Martin. C'est beau, le gris. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je veux saluer plein de gens qui nous écrivent, même quand on n'est pas en onde. Le pire, c'est tu sais quoi? Ben non. C'est le fun. C'est comme tu arrives au bureau et you got mail. Absolument. Moi, je les lis. J'arrive et je fais ouh. Ben, tu sais, sur Facebook, évidemment, qu'on reçoit des notifications pour les abonnés de la page On Jase. Puis souvent, le soir, j'y reçois, j'y lis, mais tu sais, je peux pas répondre tout le temps, là, tu sais, je veux dire, entre les bains, puis l'entraînement, puis le manger, puis tout ça. Mais on vous lit, puis je sais que Steven nous a écrit un message aussi sur rds.ca. Il dit « Écoute, c'est un long message, peut-être que vous n'allez pas lire ce commentaire-là en ondes, mais voici ce que j'ai à dire par rapport à la situation du Canadien. » On l'a lu. Donc, oui, salutations à Steven. Vincent Boissonnat sur Facebook, il dit « Moi, j'en veux pas de série. » Il dit on parle-tu des Coyotes à la place? Il n'y a pas juste des Canadiens dans la Ligue nationale. Moi, je serais game. Non, mais sachez que, avec la plupart de nos intervenants, on essaie non seulement de parler du Canadien de Montréal, c'est sûr et certain, mais de parler de ce qui se passe un petit peu à travers la Ligue nationale. On le voit avec David Perron, on va le voir tantôt avec Pierre Lebrun. Demain, on a Craig Button. La plupart de nos intervenants, on peut aller un petit peu ailleurs. Demain, Craig Button. On parle des jeunes du Canadien. Ouais. On va parler du repêchage, savoir si Alexis Lafrenière et les autres, parce que les Canadiens, ça risque d'être les autres. Donc, ne manquez pas ça demain. Craig Button sera là, ainsi que Éric Bélanger. Aujourd'hui, on va avoir, comme tu l'as dit, Pierre Lebrun et Guy Boucher. C'est pas gênant. Non, on n'est pas gêné du tout. Pas gênant comme show. J'espère qu'ils sont habillés en gris maintenant pour faire partie de notre équipe. On salue Tim aux médias sociaux. Oui, Tim. Tim est là parce que Rock... Hey, je suis en train de descendre. Tim est là aujourd'hui. Puis je sais qu'on va recevoir Guy dans quelques instants, mais on vous pose la question aujourd'hui. On peut aller à gauche, à droite, au centre, tout ça. On a parlé du Canadien amplement pendant cette semaine-là. D'ailleurs, là, hey, excuse-moi, je fais une autre parenthèse. Parenthèse dans la parenthèse. Ouais. Vas-y. Mike dit « Excellente entrevue hier avec David Perron. Toujours intéressant de l'écouter parler avec son authenticité, son honnêteté dans ses propos. Un autre joueur québécois qui peut servir de modèle pour les jeunes. » Si vous avez raté l'émission d'hier, c'est disponible en balado-diffusion sur rds.ca et toutes les plateformes de balado qui se respectent. C'est vrai que l'entrevue avec David était excellente. Merci à Mike de nous l'avoir écrit. Puis ceux qui veulent justement discuter d'autres choses que le Canadien, on demande aujourd'hui, la date limite, c'est dans un mois presque jour pour jour. Quelles sont les équipes qui pourraient bouger le plus? Qu'est-ce que vous voyez comme ce genre de situation-là? Puis Stevie dit déjà, à mon avis, Toronto, Calgary et Pittsburgh vont être actifs. Donc, allez-y de vos réponses, puis on va lire la plupart de vos commentaires. Puis un peu plus, on va à Guy. Fait que si vous avez une question pour le coach, gênez-vous pas. Guy, c'est tranquille d'un sujet, je vais être honnête avec vous. Fait que Guy, ça va faire plaisir de vous répondre. Guy Boucher, salut. Salut. Ben, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super. On va-tu voir marcher aujourd'hui? Les clés sont là. Ben écoute, oui, regarde, ces clés sont là. Fait que là, j'ai fait exprès, je lui ai pas dit de venir chercher ces clés, fait que peut-être qu'on va en poigner. Mais si elle se tire le bras, je vais le prendre cette fois-là. Elle va être poignée là. All right, c'est bon. Guy, plusieurs sujets, tu sais, puis je sais qu'il y a plusieurs émissions RDS qui traitent des sujets, puis on va essayer d'amener ça ailleurs. Hier, j'étais au 5-7. Moi, tant que c'est pas fini. J'ai parlé avec David Perron et en ondes et à l'extérieur des ondes. Tu sais comment ça marche. Des fois, les gars, vous nous dites autre chose à l'extérieur des ondes. Normalement, l'animateur ne le dit pas, mais là, moi, chez moi, je le dis. David me dit la même chose. Que ce soit en ondes ou à l'extérieur des ondes, c'est pas vrai que quelqu'un dans le vestiaire qui a abandonné, même s'il y avait 44 équipes devant eux autres, l'important, c'est le nombre de points. Tu sais, on pense que ça rentre en série à tant de points, puis l'important, c'est qu'ils gagnent leur match puis qu'ils restent dans le présent, comme un coach m'a déjà dit. Fait que je comprends. Les odds et les pourcentages, on était pareil, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu reviens du break, il faut que ça soit ça le message et du coach, et il faut que tu reçois ça comme message de tes entraîneurs, de tes joueurs. Ben oui, mais la vérité, t'es toujours concentré sur le prochain match. C'est peu importe ta réalité. Et c'est sûr que ton niveau d'activation, ton intensité, ton émotion, c'est sûr que ça va varier dépendamment des circonstances. Mais un joueur, il pense jamais 5, 6, 7 games, 8 games, surtout pas un mois en avance. Ça c'est le soap opera du hockey, là.
L'affaire que t'aimes pas, là. Ben oui, c'est ce que je déteste. Comme là, en ce moment, ce que je déteste, c'est que tout le monde va commencer à parler des possibilités pour date d'échange, puis quelle équipe va faire quoi. Va être franc, ça m'écoeure, ça, mais je sais que pour le partisan, puis le média, puis tout ça, ben c'est sûr que ça, c'est excitant, puis ça fait partie du soap opera du hockey. C'est juste que moi, je suis pas habitué d'être là-dedans. Si on parlait de football, puis on me parlait de ça, là, ça serait pas la même chose pour moi. Mais là, on parle de hockey, puis moi, j'aime ça parler de hockey pour parler de hockey. Tout ce qui est des potins, moi, ça m'intéresse pas mal moins, mais... Mais tu sais, l'expression « tout est relatif », quand tu étais dans une situation où ton équipe était vendeur, le soap opera, ça devait t'écœurer, puis dans le fond, tu appréhendais de perdre des joueurs. Mais quand tu étais dans le siège d'être acheteur, tu devais être excité. Oui, mais tu ne te concentres pas dessus. C'est ça l'affaire, c'est ça que j'essaie de te dire. C'est que là, on est un mois en avance. Comme entraîneur, tu n'es pas en train de te demander un mois en avance quel joueur que tu vas aller chercher. Là. Tu t'occupes pas de ça pendant tout. C'est pas ta job. Le gérant, il sait qu'il a besoin d'un défenseur, peut-être, s'il est capable, d'un attaquant. Fait que lui, il travaille là-dessus. À part les moments donnés où peut-être il va te demander t'aimes-tu tel joueur, l'as-tu déjà coaché, l'as-tu déjà vu, puis regarde la vidéo, regarde 2-3 games de vidéo, dis-moi ce que tu penses là-dessus, ça finit là. Parce que si tu commences à te concentrer là-dessus, là, tu vas passer un mois là-dessus. Fait qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu coaches pas ton club, là. Tu espères de quelque chose qui va arriver. Premièrement, tu penses jamais que ton gérant va être capable de faire quelque chose. Ça, là, c'est une règle d'or comme entraîneur, parce que la grande majorité du temps, tu vas être déçu parce qu'il ne sera pas capable, pas parce qu'il n'est pas bon, parce que c'est extrêmement difficile de réussir un échange. Et l'autre côté, c'est que peu importe ce qu'il va être capable de faire, c'est rarement à la hauteur des attentes que les gens se font ou que peut-être toi, tu te ferais si tu t'attardais à ça. OK. C'est toujours d'être dans le présent. Tu te fais-tu pogner des fois de faire, parce que c'est humain, de te ramener toi-même à l'ordre parce que tu n'es pas dans le présent, que ce soit à cause d'une transaction, que ce soit à cause d'un but à atteindre? Oui, tout le temps. Continuellement, tous les jours. Ça c'est le rôle de l'entraîneur qui a la vision, c'est le rôle des assistants autour de lui, quand il voit l'entraîneur qu'il est trop au-devant, de le ramener. Puis aussi, un bon gérant va tout le temps essayer de gérer ça. Tu sais, un bon gérant, c'est pas juste quelqu'un qui va t'amener des joueurs, t'échanger du monde, réprimander. Tu sais, un bon gérant, c'est quelqu'un qui te gère, toi, comme entraîneur. Fait que si toi, tu es obligé de gérer ton gérant, là, t'es pas un bon gérant. Fait que c'est un partenariat. Il y a Dominique Ricard, par exemple, dans le junior, ça a été super, on avait un super partenariat ensemble, puis on se respectait beaucoup comme personne, mais il me gérait bien, moi, comme entraîneur. Il était capable de voir les trous, il était capable de voir les hauts, les bas, puis d'être compensatoire, comme nous, on fait avec les joueurs. Il gère pas juste la business, le gérant. Un bon gérant va gérer les individus autour de lui. Il va gérer vers le haut son propriétaire, il va gérer vers le bas tout ce qu'il a à gérer comme entraîneur, puis joueur et tout ça, son staff de recruteurs. Et ce qu'on dit, il va gérer aussi de côté. Ça veut dire que les gens qui travaillent côté administratif, tout ça autour de lui, il va être obligé de gérer ça aussi. Fait que tu sais, en anglais, on dit manage up, manage down, manage sideways. C'est ça un bon gérant, c'est ça un bon leader. Fait qu'un entraîneur fait pareil. Fait que tu sais, ça fait partie des tâches du gérant d'éviter d'emmener tous ces sujets-là pour stresser ton coach, pour sortir de son focus, que ce soit des affaires qui descendent du propriétaire ou des affaires qui arrivent dans d'autres départements. Il faut que ton gérant soit capable d'empêcher ces distractions-là de se rendre à l'entraîneur. Puis quand il y en a, il faut qu'il soit capable de les gérer pour les enlever, les atténuer. Je sais que tu as répondu un peu partiellement à la question, mais c'est comme un complément, puis ça vient d'un auditeur, Maxime Corriveau, qui dit à quel point un entraîneur est impliqué par son DG au courant des discussions entourant le départ ou l'arrivée d'un joueur à la date limite des transactions. Bien, c'est sûr que vers la toute fin, s'il y a vraiment quelque chose de concret, ben là, il va y avoir des discussions, mais encore là, tu sais, il ne faut pas oublier que la journée d'avant, la journée d'après, quelques jours avant, les entraîneurs se concentraient à gagner des matchs. Là. Il y a des matchs qui se jouent. Oui, mais il t'appelle-tu pour te dire « Hey, je pourrais avoir tes gars et tu l'aimes-tu? »
Oui, mais oui et non. Gars, je nommerai pas de nom, mais je vais te donner 2 exemples qui sont aux antipodes. OK. Tu vas avoir un gérant qui a déjà gagné une Coupe Stanley, qui n'a pas parlé à son entraîneur pendant 180 jours. OK? Et parce qu'il a dit au début, garde, après quelques matchs, t'es dehors, si t'es pas premier. Finalement, il était premier, il n'a pas été dehors. Puis après ça, les deux ne sont pas parlé pendant. Puis là, il a échangé des joueurs sans parler au coach. Il a fait des moves que le coach n'a pas aimé, tout ça. Puis garde, débrouille-toi avec ça. Ça, c'est. Regarde, je vais être franc, là, c'est pas l'idéal. Là. C'est vraiment difficile à gérer, ça. Puis, tu as de l'autre côté, tu as, des gérants qui vont continuellement être en relation avec toi, te demander par rapport aux joueurs que tu as, par rapport à des possibilités. T'sais, premièrement, c'est rarement des joueurs au début, c'est des types de joueurs que tu vas vouloir. Puis après ça, sa job avec les recruteurs professionnels de son staff, ils vont établir, ils vont cibler des individus. Puis à un moment donné, ils vont commencer à faire des appels. C'est parce qu'il y a un jeu aussi là-dedans. Ils ne peuvent pas commencer à appeler tout le monde. Hey, je veux tel gars, je veux tel gars. Là. T'es cuit si tu fais ça. Là. Souvent, il faut que tu fasses semblant d'en vouloir un autre dans le club. Puis là, une semaine plus tard, ben là, tu commences à changer, mais pas encore. Tu parles pas encore du gars que tu veux. Il y a toutes sortes de stratégies de négociation là-dedans. Là. Fait que là, des fois, ça peut prendre un mois avant que le vrai nom qui est ciblé commence à être sur la table. Puis là, évidemment, ce nom-là, à un moment donné, ben, s'il n'est pas vraiment sur la table pour l'équipe qui n'est pas vendeuse, ben là, ça ne donne à rien. Mais s'il y a des discussions qui sont réelles, ben là, ça commence à avancer. Mais c'est rarement là, quelque chose qui se passe en quelques heures, 2, 3 jours. Là. C'est habituellement très long. Il y a un long processus à ça. Parce que euh, ce que tu vas avoir à te donner ou offrir, il faut que l'autre équipe l'évalue. Fait que là, ça prend du temps, ça. Des fois, les autres, ils l'ont pas sur leur radar, tel ou tel joueur ou tel prospect. Et là, il faut qu'ils demandent à tous leurs recruteurs et le gérant, tout ça, de commencer à évaluer ce joueur-là. Fait que là, ça commence à regarder le vidéo, un vidéo, deux vidéos. T'sais. Ils peuvent regarder 25 games de ce joueur-là, l'année passée, il y a 2 ans, maintenant. Et là, ils commencent à demander à un recruteur d'aller poser des questions, deux autres de l'évaluer, mettre tout ça ensemble. Ça vaut-tu la peine? Après ça fait-tu dans la masse salariale? Écoute, c'est extrêmement complexe là, quand tu vas chercher un joueur. C'est comme c'est pas un échange de PlayStation. Là. Non, je comprends. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ton gérant, s'il commence à te parler de toutes ces étapes-là, là, regarde, il fait pas sa job. Là. Et il te rentre dans l'émotion d'un partisan, puis du peut-être, puis tu sais, regarde, là c'est là que c'est néfaste pour l'entraîneur. Mais tu dis, écoute, Guy, c'est concret, tu m'as demandé tel type de joueur, il y a tel et tel gars, lequel des deux t'aimes le plus, pourquoi, je sais pas lequel des deux je peux avoir, peut-être aucun, peut-être les deux, peut-être un, mais juste me dire. Puis là, une fois que tu as donné ton opinion, ben là, il part avec ça, puis il essaye de faire le mieux qu'il peut pour réussir à le faire. Mais souvent, tu n'auras pas ces deux gars-là, puis tu vas avoir une option B qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça, qui va peut-être venir d'une autre équipe ou d'ailleurs. Et au moins, tu tends vers un type de joueur, quelque chose qui va venir compléter ton équipe. Okay. Alors, moi, la vérité, à la date limite des échanges, j'ai appris que les home runs, c'est peut-être les pires ajouts. Oui, mais c'est ce qui fait le plus de wow. De wow, puis là, tout le monde, mais sauf que souvent, quand tu as mis toute ton énergie là-dessus, il y a deux choses qui arrivent. Un, ça n'arrive pas, parce qu'il y avait 12 autres clubs qui essayaient en même temps que toi, avec des chances que tu l'as sont extrêmement minces, ou tu as payé la peau des fesses, puis ça fait pas de sens. Ou tu as réussi, mais ça donne pas les résultats escomptés, parce que c'est un gars qui a trop de pression, pas assez de temps pour s'adapter quand il arrive, parce que c'est la fin d'année principalement. Alors moi, j'ai toujours aimé les échanges moindres, les échanges B que j'appelle, C même, qui viennent compléter ton groupe, amener ta profondeur, qui ne changeront pas ta dynamique, ne changeront pas ta chimie. Puis ça, c'est un ajout pour tout le monde. C'est pas vu comme un gars qui vient prendre la place à quelqu'un. Parce que quand tu viens prendre la place à quelqu'un, ben là, c'était quelqu'un-là est mécontent, puis là, lui, il a des amis dans le club. Fait qu'inévitablement, les ramifications se font sentir par après. Fait que c'est pas toujours la bonne chose d'aller chercher le gros nom pour être franc. OK. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires sur nos pages. Je vais mettre deux choses au clair. Premièrement, les commentaires nono, je me fie toujours à la communauté pour mettre certaines personnes dans leur place parce qu'ici, on parle intelligemment, puis on vous parle intelligemment, fait qu'on veut que ce soit la même chose de l'autre côté.
Et les gens qu'on lit pas les questions, mais que c'est des questions, je vais vous donner un exemple. On peut-tu demander à Guy qui échangerait pour le Canadien pour avoir une... Non, on peut pas faire ça. C'est de mettre... Fait on vous lit, je vous vois. Merci beaucoup de participer. Mais on ne peut pas aller là-dedans. Comme il y a eu des questions sur Carey Price. Guy, combien de matchs ferait garder des buts à Carey? Guy vous dirait, si j'étais coach, ça serait au jour le jour. Puis, on ne peut pas se mettre dans des situations comme ça. Ouais. Merci de participer, mais il y a des questions, par contre, qui seraient très pertinentes et que vous pouvez poser à Guy, entre autres. Oui, ben, d'ailleurs, je vais vous lire, après l'intervention de Guy, là, je vais lire la question qu'on a posée tantôt par rapport aux équipes, là, dont Patrice Roy sur Facebook. Il y en a plein qui ont écrit, Danick aussi. On va vous lire, évidemment, après l'intervention de Guy, selon qui vous pensez qui va bouger le plus. Par rapport dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Guy, hier, je faisais le 5 à 7, puis les gars me disaient, on n'a pas de gros joueurs numéro 1 à l'attaque. Puis moi, j'ai répondu, c'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent la Coupe Stanley, c'est les meilleures équipes. Est-ce que ça te prend ce gros joueur franchise à l'avant? Puis l'exemple que je donnais, c'est regarde Toronto, ils ont beau avoir Matthews, ils ont beau avoir Marner, Tavares, plus de défense. Ça va pas bien leur affaire. Est-ce que tu as besoin de ce gros joueur franchise-là à l'avant si tu veux aspirer? Puis comme je t'ai dit tantôt, j'ai donné l'exemple des Blues là, qui ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas le gars de 100 points. Là. Ouais, c'est juste que je t'ai écouté l'autre jour quand tu as parlé des Blues, puis j'étais en accord avec toi partiellement. Parce que quand on parle de gros joueurs, il faut définir ce qu'on veut dire par gros joueur. C'est ça le problème. C'est que, oui, je comprends pour Ryan O'Reilly. Écoute, m'a dit une affaire, O'Reilly, là, c'est une vedette de très, très haut niveau. Là. C'est pas la définition du 100 quelques points, puis du gars qui wow, puis qui flash. Mais moi, si tu me demandes à moi, c'est une super vedette dans le national. Pas comme un entraîneur. Fait que, tu sais, Bergeron, y a-tu le nombre de points que certains autres gars ont? Non, mais si tu me demandes à moi, c'est une super vedette. Il va être dans le temple de la renommée. C'est le type d'individu dont son impact va bien au-delà de son nombre de points et de son statut de vedette. Là. C'est des individus qui ont un impact sur tout le monde autour de eux parce qu'ils inspirent par leur attitude, leurs actions, leur façon de voir comment ils approchent pas juste la game, mais leur entraînement à leur glace. C'est toujours basé sur les autres, c'est toujours basé sur la culture, quel genre d'exemple ils sont par rapport aux autres, leur lien avec l'entraîneur. Écoute, c'est de l'art, ça. Puis j'ai eu Peter Angelo, la même chose. Là. Je veux dire, ces gars-là, là, c'est des super vedettes. Fait que je suis pas d'accord avec toi de dire que Saint-Louis, c'est une équipe qui n'a pas des vedettes. Non, je te parlais. Pietrangelo, je suis d'accord. C'était la défensive. On parlait de l'attaque du Canadien. Puis, je suis d'accord, Dano dans une bonne équipe et deuxième centre. Puis, je leur disais, le Canadien essayait d'avoir AO qui aurait été premier centre. Puis, je suis pas en train de dire que le Canadien va gagner la Coupe Stanley avec Dano au premier centre. Je fais juste dire que, dans le fond, ma question à toi, c'est ça te prend-tu ce powerhouse-là dans ton équipe en avant, je parle, pour réussir? Parce que, malheureusement pour toi, tu as souvent été fort à l'attaque, mais tu as rarement eu un gardien de but. Tandis que le Canadien est bâti avec un gardien de but et rarement quelque chose à l'attaque, tu comprends? Fait qu'on a-tu besoin de ce powerhouse-là en avant? Si tu me demandes, regarde, le wow à l'attaque, c'est beau, mais n'importe quel entraîneur, puis n'importe quel gérant, puis n'importe qui connaît le hockey, qui a vécu ça, qui est dans le milieu, va choisir le premier joueur, ton gardien de but. Je m'excuse, là, c'est la même affaire qu'un pitcher au baseball. Si tu n'as pas le pitcher, tu ne gagneras pas. Si tu n'as pas le quarterback au football, tu ne gagneras pas. Fait que les Canadiens, là, je suis tellement content que les joueurs ont voté justement récemment en faveur de Carey Price pour que les gens comprennent ce qu'ils ont à place de ce qu'ils n'ont pas. C'est des experts qui disent ça. Là. C'est les plus grands experts, c'est les joueurs. Directeur gérant et coach. Ben oui, c'est les directeurs gérants, les coachs et les joueurs, les gars qui s'attardent jour et nuit à qui joue, contre qui il joue, puis c'est quoi la game, puis qui est efficace, qui l'est pas, avec toutes les statistiques avancées, là, on les a toutes. Là. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais à Tampa, puis on avait évalué la valeur des gardiens de but. Puis tout par rapport, pas aux stats là, qu'on voit simple là, en ce moment, le pourcentage d'efficacité puis le nombre de buts contre, tout ça, même pas le nombre de victoires, sur quel était l'impact des gardiens de but dans la Ligue
par rapport au nombre de points. Qu'est-ce qu'on pouvait attribuer presque uniquement au gardien de but, dépendamment des matchs. Finalement, quand un gardien de but vole un match. Bon. Carey Price, à ce moment-là, il y a quelques années, avait eu pratiquement, lui tout seul, là, 22 points. Son plus proche rival, après ça, c'était 9 points. Imagines-tu l'impact du joueur dans son équipe quand tu dis que tu as 22 points que tu peux attribuer, pas entièrement évidemment parce que c'est un sport d'équipe, mais majoritairement à sa performance. Dans le sens que si c'était pas lui qui avait joué comme ça, 99%, il n'aurait pas gagné ce match-là. Tu l'as déjà dit sur le show, la statistique est impressionnante. Puis c'est hyper pertinent de la rencontre. Les gens, présentement, sont choqués parce que Price, il n'y a pas une bonne saison. Ses chiffres sont en deçà. Oui, mais c'est ta minute, là. Mais Price, là, envoie Price à Tampa. Envoie Price à Washington. Envoie Price à Boston. On va voir quel genre de saison il va avoir. Ah, c'est ça. Ouais, parce que... Pas d'équipe parfaite. Ben non, mais tout le monde l'a dit depuis le début de l'année, le Canadien a de la job à faire à la défense. Fait que là, tu viens automatiquement établir que le gardien de but n'a pas son aide première pour être à son meilleur. C'est sûr que ça joue là-dessus. L'autre chose, c'est que quand le Canadien avait ce qu'il fallait pour marquer des buts avant les blessures, le Canadien était sur une grosse passe, right? Ah, mais ça a un impact. Parce que quand ton gardien de but, il n'a pas la pression de gagner les matchs 1-0 et 2-1 à tous les matchs, parce qu'il sait que son équipe va faire des buts, ben, ça fait un impact énorme sur les prestations du gardien de but. Là. C'est comme n'importe quel joueur. C'est comme si tu n'as rien qu'un joueur d'attaque qui produit. Mets-tu la pression sur ce gars-là? Fait que tu peux pas, 82 matchs en ligne, avoir cette pression-là et performer comme ça. C'est pour ça que c'est un sport d'équipe. La pression doit être répartie sur le plus de bons joueurs possible. Et c'est pour ça que les équipes avec de la grande qualité, de la profondeur, comme les Washington, comme les Tampa, tout ça, bien, sont capables de se maintenir et de gagner des matchs que des fois ne méritent pas parce qu'ils ont le talent. D'autres matchs qu'ils vont gagner parce qu'ils ont des blessures, mais ils ont assez de profondeur, ils s'en sauvent. Ils n'ont pas juste un gardien de but premier plan, ils en ont deux. Tu sais, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le Canadien n'est pas encore rendu là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de pression et de responsabilité sur les épaules de Carey Price depuis le début de l'année pour différentes raisons. Mais c'est sûr qu'en perdant l'offensive, ça fait mal. Puis en ayant une défensive qui est en devenir ou avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement dans leur chaise, ben tu n'en demandes trop pour le gardien de but. Peu importe que ce soit Carey Price, Holtby, amène-les toutes, là. Les mets toutes dans cette situation-là, ça va être semblable. OK. Je reviens à mon gros attaquant d'impact. Un joueur de centre numéro 1. C'est quoi ça prend comme qualité pour que tu sois capable de dire que c'est un centre numéro 1? Ah, c'est parce que c'est quoi ton modèle, là? C'est quoi ta philosophie d'organisation? Si tu regardes Chicago, Jonathan Toews, Kopitar à Los Angeles, Boston avec Bergeron. C'est sûr que ça, c'est l'idéal. Ça fait des points, l'attitude exceptionnelle, le travail exceptionnel, respecter tout le monde, discipline exceptionnelle. C'est le package deal. Puis qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des équipes gagnantes de Coupe Stanley à répétition comme à Chicago, puis à Los Angeles. Puis des équipes... Mais ça prend plus que ça, tu as la preuve. Là. Chicago ne fait pas les séries depuis un bout, puis Los Angeles ne fait pas les séries depuis un bout. Ben oui, mais justement, c'est pour ça que quand tu regardes, personnellement, moi, le Canadien à l'avant, là, si tu regardes les 3, 4, 5 prochaines années, c'est sûr que tu aimerais ça avoir le gros nom puis tout ça, mais pour moi, le Canadien est en mesure de se débrouiller là. S'il n'y a pas de blessure, que Kanemi continue à se développer, Suzuki continue à se développer, puis surtout, arrêtez de parler de se débarrasser des gars. Là. Hey, ça, là, moi, là, je vais fou dans ce temps-là. Là. Oh, on ne fait pas ici, on se débarrasse de tout le monde. Ben oui, on se débarrasse des gars qui sont bons, que tu as réussi à tirer ici, puis c'est dur à tirer du monde ici, là. Puis là, tu t'en débarrasses pour des peut-être que tu vas avoir. Moi, je n'ai vu des peut-être. Hey, on va échanger tel gars, on va t'en avoir un autre de lui, on va t'en avoir un autre de là, on va t'en avoir. C'est ça. Tu les as jamais. Fait que, regarde, apprécions ce qu'on a, puis complémentons ça avec du développement et
allons cibler les endroits où on a besoin de plus d'aide. Puis on l'a fait récemment en allant chercher Scandella. Déjà là, ça l'aide. Mais Fleury se développe, puis mettez, et peut-être que tu réussis à faire quelque chose dans les prochaines années à la défensive. Ben là, tu sais, Domi continue à s'améliorer, puis Drouin, puis tout ça. À l'attaque, le Canadien avec des 4 lignes, là, moi, j'aimais beaucoup ça. Là. Oui, quand tout le monde est en santé, il y avait de la vitesse dans l'identité, comme souvent tu nous as dit. Moi c'est fait plus ça. Moi, j'aime. À la place de regarder le gros nom, là, regarde l'identité. C'est bien plus ta quantité de joueurs dans l'identité que tu veux qui fait ton succès. Tu sais, je reviens toujours à mon gâteau, là. Je vais faire un gâteau au chocolat, mais 3/4 de ce que tu as, c'est de la vanille. Non, mais tu ne feras pas un gâteau au chocolat, Baptiste, là. Oui, mais le plus bel exemple, je trouve à ça, là, que quand tu parles d'identité, pas de gros joueurs, puis le plus de joueurs possible dans cette identité-là, première saison des Knights of Vegas. Absolument. Sais-tu quoi? C'est un exemple parfait. Justement, j'en ai parlé hier de ça. On est connectés. Oui, mais c'est pourquoi, Bam? C'est que tu avais quand même des bons joueurs, par exemple. Oui, t'en allais. T'avais quand même des bons joueurs, là. Tu sais, Marchessault, c'est un bon joueur. Tu sais, Carlson, mais t'avais surtout 4 lignes de gars qui jouaient sur la même page, 4 lignes de gars qui avaient une identité. T'avais 4 lignes de gars qui patinaient. Tu sais, là, ils sont allés chercher des gros noms, puis ils sont pas meilleurs. Non. Mais si ça avait été des gros noms dans cette identité-là, peut-être que ça... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, attention à tes gros noms. Va chercher les joueurs qui représentent l'identité que tu as déjà ou que tu veux avoir. Mais si tu ne l'as pas déjà et que tu veux l'avoir, ça va prendre des années. Là. OK. Danick dit les Blues ont d'ailleurs gagné l'année passée avec un excellent quatrième trio qui était Steen, Sundqvist et Barbachev. Oui. Puis, tu peux rajouter Sanford là-dedans. Puis ils ont pu patcher des trous. Là. Il y avait un blessé, Steen montait, il y avait un trou, Barbachev montait, il y avait un trou, Sundqvist. Encore cette année, Sundqvist monte. Sanford s'est ramassé ça à 2 avec O'Reilly et Perron. Mais normalement, son sac à 4, c'était une belle profondeur, ça. Ouais. Oui. Et puis ça représentait, c'était des gars, tu sais, qui ont mis des joueurs qui complémentent l'identité qu'ils avaient déjà et qu'ils voulaient. Tu sais, O'Reilly qui est arrivé, là, c'était pas différent de leur identité. C'est le summum de ce qu'il y avait déjà en termes de joueurs fiables. OK. Il faut que je t'arrête parce que Pierre Lebrun s'en vient, mais juste avant, Mark Methot parlait à Ottawa aujourd'hui puis a dit que c'est pas mal la retraite parce qu'il est prêt à se remettre de ses blessures. Moi, je pense que ça a commencé à mal aller à Ottawa la journée que lui est parti. Là, mais tu as un commentaire sur Mark Methot que je pense que tu as bien aimé à Ottawa? J'ai adoré Mark. Honnêtement, j'ai adoré la personne, j'ai adoré le joueur. J'étais extrêmement déçu, comme tout le monde, là, quand on l'a perdu. C'est un bonhomme central dans l'équipe. Puis c'est un gars qui amenait beaucoup d'enthousiasme. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement un gars qui faisait un paquet de points, mais c'est très rare ces gars-là qui sont capables de jouer contre des meilleurs joueurs, qui ont la vitesse, il y a un côté physique qui est intimidant. Puis moi, tu sais, on avait une super relation ensemble. Fait que autant lui puis moi, on était très déçus de se départir l'un de l'autre, je vais être franc. Fait que je trouve ça triste que sa carrière, tu sais, a été affectée par les blessures. Et puis j'aurais adoré ça, le coacher là, plus longtemps. Puis je souhaite à lui et à sa famille tout le bien parce que j'ai énormément de respect pour lui. J'ai adoré le coacher. Tu peux me dire, je te répondrai pas, Martin, mais je présume que les sénateurs ont essayé de faire une transaction pour pouvoir garder Méthode. Y a-tu un moment donné où ce que ça a fait dans un bureau, ça a fait on n'est pas capable, on lui demande le pain puis l'argent du beurre, le beurre puis l'argent du beurre pour être capable de garder Méthode, on va perdre Méthode. Tu peux-tu répondre ou tu passes? Je pourrais pas répondre à celle-là. Pardon, mais c'est un bon essai. J'ai tiré l'élastique jusqu'au bout! C'est un bon essai. Tout ce que je te dis, c'est que j'ai adoré ma méthode. On t'adore aussi. Et le reste de l'équipe aussi. On t'adore aussi, mon ami. Fait que, écoute, bon week-end. La semaine prochaine, on va avoir du hockey, Guy. Mais moi, là, ce qui me fascine, là, regarde, c'est que autant là que Hockey 360, tout ça, là, d'habitude, les sujets, ça pleut. Puis là, cette semaine, parce que le Canadien ne joue pas, c'est plus difficile pour tout le monde. Mais il me semblait que c'était des émissions de sport. C'était pas juste du Canadien. Pas de sport ici. Ici, c'est hockey. Mais là, tu as parlé de qu'est-ce que ça prend pour faire un joueur numéro 1. As-tu vraiment besoin d'un joueur numéro 1? Ça, il n'y a pas de Canadien là-dedans.
Non, t'as raison, mais tu sais quoi? Pour le joueur numéro 1, ça serait extraordinaire, mais pour avoir ça, moi, te le dire tout de suite, là, ça va coûter la peau des fesses si tu fais un échange. Il n'y a personne qui va être content avec ce que tu vas être obligé de donner. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce qu'il faut donner pour avoir ça. Puis deuxièmement, c'est bien plus dans des situations de joueurs autonomes durant l'été. Puis là, après ça, tu compétitionnes contre d'autres équipes. Puis là, on sait évidemment que le Canadien, il y a différents facteurs qui font que c'est plus difficile des fois d'avoir certains gars. Fait que t'es pris souvent à être obligé de développer ces gars-là. C'est clair. Puis, tu sais, moi, je te parlerais bien des Flames de Calgary parce que je trouve qu'il y a une belle équipe, mais on aime ça avoir des codes d'écoute. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien mieux aller avec l'option B. 2 bonnes options B à la place d'une grosse option A. Dans l'hockey d'aujourd'hui, moi, je pense que c'est tout aussi efficace. Tu parles du centre? Tu parles des sujets? De quoi tu parles? Ben, du centre, tu m'as posé la question. Ah! OK. Je pensais que tu voulais, prochain coup, au lieu d'avoir un gros sujet A, on avait un sujet B. Non. On a plein de sujets. On a plein de sujets. Ben oui. Ouais, puis là, sais-tu quoi, en plus? Quand tu pars, on rentre Pierre Lebrun, puis là, on va parler de la Ligue. Ah, là, vous allez vous amuser avec le soap opera. Bon. Tu sais ce que tu vas faire en plus? Je sais ce que tu vas faire. Tu vas rester connecté, tu vas être dans la TV en haut, puis tu vas me regarder de même, puis tu vas l'écouter pareil. Salut, mon chum. La semaine prochaine, en plus, t'es en studio, je pense, je me trompe pas. La minute, j'ai mes dents, sont tombées en dents, La semaine prochaine, t'es en studio? Oui, je suis là. Ouais, je vais être là le mercredi en studio et le jeudi. Yes, sir, buddy. Bon week-end, prends soin de toi, puis on s'en jase. All right, salut messieurs, bye. Salut, Guy. C'était Guy Boucher. Bon, évidemment, on va parler de rumeurs de transactions. Ça se peut? Hein, c'est correct. Patrice, il dit bon midi, puis je vais avoir ton opinion évidemment. Les Flames et les Pingouins vont assurément bouger. Les Flames sont la seule formation sans ailier droit de qualité. D'ailleurs, on pense tous qu'ils cherchent d'un droitier. Effectivement. Et les Pingouins ont clairement besoin de remplacer Jake Gonzalez. On parlait d'ailier. Se débarrasser de Galchenyuk, peut-être? C'est un ailier ou un centre, ça? Prochain appel. OK. C'est un mauvais joueur. On sera à sa 4e équipe. Non, ben ça, on n'embarquera pas là-dessus. Mais en tout cas, bref, il fait encore partie des Penguins de Pittsburgh, là, mais... Hey, on peut-tu montrer ça? Je sais pas, hein. Comment je pourrais faire? Je sais pas, mais peut-être que... Oui, mais... Il pense qu'il peut en ongle, Gabin. Oh, il vient de l'enlever! Ah, j'aime ça. C'est ça qu'il fait pendant qu'il n'est pas en ongle. Vous le voyez, les gens qui sont à la télé, là? Vous le voyez. C'est très bon. Ah, boy. Bon, OK, on est de Pensez retour. que c'est du fake, on n'a pas du fun? On a du fun. Hey, c'était correct. Je sais pas s'il l'avait préparé d'avance ou... Ouais, il vient de l'écrire au Sharpie. OK. Ben, c'est un gars de crayon, c'est un gars de tableau. Un gars de tableau. Ouais. Ben, je pense qu'on va y aller avec Pierre. Je vais répertorier quelques commentaires parce que là, je suis déconcentré. C'est bon. Faire les guides. J'ai parlé avec Pierre un peu plus tôt et je vais tout de suite vous présenter cette entrevue. On va aller rejoindre Pierre Lebrun. Pierre Lebrun, salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Ça va très bien. Puis c'est un moment pour faire une pause, regarder à gauche par là puis dire ouais, 58 points dans l'Ouest, t'es premier, mais 58 points dans l'Est, tu fais pas une série. Ah ouais, j'ai même pas regardé ça. Ouais, écoute, c'est épouvantable. Les Canucks sont premiers à 58 et les Flyers sont hors du portrait des séries à 58. Ouais. Ben, la division Pacifique est intéressante parce que t'as pas une grosse équipe comme Saint-Louis ou Washington ou Boston. Mais de l'autre côté, t'as pas beaucoup de mauvaises équipes non plus dans la division Pacifique. Je veux dire, OK, oui, les 3 équipes en Californie ils feront pas de série, mais c'est pas un Détroit, c'est pas un New Jersey. Fait que il y a beaucoup de parité dans la division Pacifique avec les 5 premières équipes. Là. C'est très intéressant. Et là, ça, c'est pas bon pour un gars comme toi parce que ça fait plus d'équipes impliquées dans la course aux séries, moins de transactions, moins de insider, trade rumor. Ben, c'est justement, c'est drôle que tu parles de ça, Martin, parce que je pense que la semaine, je vais avoir un article qui sort vendredi comme une prévision pour 31 équipes. OK. Un mois d'avance sur la date limite des échanges, évidemment. Une des choses qui me revient beaucoup dans mes conversations avec toutes les équipes, c'est que il y a tellement d'équipes qui
peuvent pas décider présentement qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils doivent voir comment l'équipe va aller dans les prochaines 2-3 semaines avant. C'est de la vérité. C'est ce qui arrive dans le classement. Fait qu'ils vont attendre. Certaines équipes vont attendre. Puis je vais ajouter là-dedans le Canadien de Montréal avant de prendre une décision, à moins que cette semaine, on décide de faire changer le cap. On va attendre les 2-3 prochaines semaines avant de prendre une décision. Ouais. Écoute, je pense que le Canadien espérait de se rendre à 7 semaines pour avoir au moins une meilleure idée. C'est sûr qu'avec les victoires avant le break, ça a compliqué les choses pour le Canadien. Parce que, tu sais, c'est drôle, il y a un tweet qui est sorti aujourd'hui. Je l'ai tweeté, Martin. Ça venait de Sean Tierney, un gars qui est d'un statistique avancée, qui disait finalement le Canadien, c'est une bonne équipe. Les Canadiens font ce qu'ils doivent faire, mais ils ont de la misère à compter des buts à cause que ils ont de la misère à finir leur chance, mais ils sont sur le bon côté offensivement dans le chance des lancers au but, la qualité des chances, tous les indices que lui analyse. Il annonce que le Canadien c'est une bonne équipe aujourd'hui. Wow. Mais tu sais, alors sa prédiction, lui, c'est que sa prédiction, c'est que ça va se régler dans le côté du Canadien. Écoute, je dis pas qu'il a tort. Mais moi, tu sais, je fais une 50aine de matchs à TSN en anglais pour le Canadien. Fait que je suis dans le studio puis je regarde le Canadien plus que quasiment toutes les autres équipes dans la Ligue. Oui, ils ont souvent les lancers. Oui, ils ont souvent des chances de marquer. Mais après un bout de temps, c'est pas juste la malchance que tu finis pas. C'est peut-être parce que tu as passé de joueurs qui peuvent finir. Le talent. Tu sais? Fait que, écoute, ils sont bien coachés, évidemment, parce que quand on regarde ces statistiques-là, ça veut dire que le coaching fait leur job. Mais après un bout de temps, c'est pas juste que t'es pas chanceux. Je pense que c'est même l'année passée, c'était semblable, 96 points, une belle saison. À la fin de la journée, offensivement, c'était pas organique quand tu l'as besoin. Là, t'sais. C'est sûr que si tu aurais eu Jonathan Drouin toute la saison, ça aurait aidé pas mal. Là. Mais à la fin de la journée, tu n'as pas un superstar offensivement chez le Canadien. Puis je pense que c'est une des raisons que tu as les statistiques que tu as. C'est pour dire que tu travailles bien, tu travailles en équipe, il y a de la belle chimie. Tu fais toutes sortes de choses qui devraient t'aider à faire des séries. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu as assez de joueurs qui sont prêts à compter des buts? Ça va venir. Je veux dire, on le voit dans Suzuki. Ça va venir. Cole Caulfield un jour. Mais est-ce que ça va venir avant la fin de la saison? C'est dur à dire. C'est ce que Kovalchuk, d'ailleurs, amène à cette équipe-là. Quand il a la rondelle puis il s'installe pour lancer, pour une fois, chez les Canadiens, on fait comme « il y a des chances ». Oui, c'est ça. Puis il est capable de définir ses chances. Oui. Puis écoute, c'est vraiment incroyable comme histoire, Kovalchuk, parce que s'il aurait signé, disons, avec une équipe comme Boston, c'est une équipe qui a plus de profondeur, qui a moins de blessures que le Canadien, il n'aurait probablement pas eu le même impact. Parce qu'il n'aurait pas eu la même chance. C'est ça qui est intéressant, c'est que si Kovalchuk se trouve avec une équipe où on dit OK, on va te donner un job sur la troisième ligne, puis on va te donner à peu près 30 secondes sur la deuxième vague sur l'avantage numérique. Ben, il n'y a pas les mêmes chiffres qu'il y a aujourd'hui qu'il y a eu avec le Canadien. C'est clair. Les blessures et la chance à Montréal a été une recette parfaite pour dire Kovalchuk. Mais, tu sais, à cause qu'il fait quasiment pas d'argent dans le monde international, en tout cas, là, il va y avoir des équipes qui vont venir appeler le Canadien, c'est sûr, avant le 24 février, si le Canadien ne se rend pas plus proche dans la course. Mais il faut leur faire attention si c'est une équipe qui a une chance de gagner la Coupe. Justement, là, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais j'ai parlé avec un directeur gérant aujourd'hui. Son équipe a une chance de gagner la Coupe. OK? Puis on a parlé de Kovalchuk, moi puis lui. OK. Mais il m'a dit, tu sais, c'est le vieux Kovalchuk, ça me tente peut-être d'appeler Montréal. Mais là, il se retourne de bord et il me dit, mais c'est où je le mets dans mon alignement? Puis c'est ça qui est difficile. C'est qui tu sors dans son top 6 présentement? Exact. C'est ça qui va être intéressant. Ouais. Ça prendrait une équipe. Tu sais, j'avais mentionné les Pingouins. Guentzel est fini pour l'année. Tu sais, quelqu'un qui a le flash de dire je vais le mettre à droite de Crosby, je vais le mettre à droite de McDavid à la place de
de cash-in, mettons. Et là, tu sais, c'est quelqu'un qui a ce flash-là, parce que tu l'as dit, monétairement, la chance ne coûte rien. Mais là, je veux que tu me situes. En plus, si tu as eu cette conversation-là, je veux que tu me situes. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'a dit, on l'a eu pour rien, on n'aura rien contre? Ou il est en train de se donner une valeur et que si le Canadien l'échange, Marc Bergevin l'échange, il y aura une valeur pour Marc Bergevin. Est-ce que ça va valoir un choix de pêchage de fond, 6-7, ou ça va valoir un choix de pêchage élite, 2e, 3e choix? C'est une très belle question. Puis vraiment, la seule façon de répondre ça, je pense, c'est s'il doit continuer. C'est un bon départ, mais il n'a pas encore fait assez présentement pour dire que quelqu'un va donner un choix de 2e ronde. Mais s'il y a un autre 2 semaines qui continue de ce qu'on vient de voir, quasiment un point par match, là, je pense qu'il peut peut-être aller chercher un 2 ou un 3. Ça fait quasiment voler un choix de repêchage chez Marc Bergevin. Exact. Ça fait voler. Un gars qu'il n'a pas... Je veux souligner, là, je l'ai dit à TSN plusieurs fois la semaine passée, mais j'espère que les gens se rendent compte, là. Il n'y avait aucun intérêt en Ilya Kovalchuk dans une salade quand les Kings l'ont terminé. Rien. Je veux dire rien, là. Les Canadiens, après les blessures d'Armia et Gallagher, étaient quand même un peu désespérés. Il y avait des blessures à Laval. Ça prenait un joueur de hockey dans une salade pour venir jouer, là. Fait que le Canadien qui avait aucun intérêt à l'origine change d'idée parce qu'il n'a pas le choix. Puis ça devient toute une signature. S'il allait chercher un choix de 3e ronde pour lui avant le 24 février, c'est un des coups de l'année dans les salaires. Franchement, là, quand tu penses que le Canadien l'aurait payé quoi entre le 2 janvier et le 24 février, donc l'échange se fait le 22 février, le Canadien l'aurait payé quoi? À peu près 200 000 $? 250? Ça va coûter 125-200 pour avoir un choix de pêchage. Ouais, quand même incroyable. En tout cas, on verra. Écoute, si le Canadien, ça leur prend toute une séquence. On va être clair là-dessus. Là, la réalité, c'est que, oui, je joue mieux dernièrement, mais ça prend vraiment une séquence assez sérieuse parce qu'il y a des équipes dans le chemin. Là. Mais si le Canadien, tu sais, se rend dans une séquence de 5-6 victoires en 7-8 matchs, là, ça va être intéressant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je suis un des rares qui y croit. Là. Je comprends là, qu'il reste 32 matchs puis ça prend à peu près 24-8. Ça, je suis conscient que c'est pas de la tarte, mais ce que j'ai dit, c'est comme toi. Ça prend une série de matchs sans défaite en temps réglementaire, un genre de 6 victoires, 2 défaites en prolongation pour voir où ce que les Canadiens se placent. Parce que l'objectif, oublie toutes les équipes qui sont devant eux. Là. L'objectif demeure 99-100 points si tu veux rentrer en série. Fait que, ramasse tes points, puis on s'occupera des autres après, voir où ils sont rendus. Ouais. Fait que ça prend une série de victoires. Puis là, c'est ce que je parlais hier avec Guy Boucher. Le Canadien dans les 5 derniers matchs, donc 2 semaines avec Scandella. Première semaine d'ajustement. Deuxième semaine, le Canadien accorde 2 buts par match. Ouais. Beaucoup moins de chances de marquer premium. Ta force, le Canadien, s'il veut gagner, que les gens aiment ça ou pas ça, ta force, on l'a vu dans l'athlétique, les gens pensent encore que Carey Price est le meilleur. Ta force, c'est Carey Price. Limite les chances sur lui. C'est la seule façon que tu vas pouvoir gagner, comme la seule façon de pouvoir gagner des Oilers, c'est que McDavid plante 100 points. Puis si Chicago veut entrer en série, ça prend Patrick Kane à 100. Tu comprends-tu? Tout le monde dépend de ses joueurs vedettes. Ben, c'est le système, parce que le système ne te donne pas la chance de dire que les gars que tu payes, ils ne peuvent pas jouer, parce que après que tu payes 4 joueurs, il ne reste plus d'argent dans le système. Fait que, absolument. Écoute, à Toronto, les jeunes étoiles, ils comptent beaucoup de buts, mais s'ils ne commencent pas à jouer défensivement, les autres aussi vont de la misère parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça prend 4-5 joueurs chaque équipe pour faire leur job. Fait que c'est absolument raison que le Canadien. Puis d'ailleurs, Carey Price, j'ai beaucoup aimé ces matchs-là, dans ces derniers 4-5 matchs. C'est plus le vieux Carey Price. Fait que ça, évidemment, c'est important. Mais tu sais, je te dirais ceci que le Canadien, Martin, c'est qu'au moins avec le Canadien, tu sais, on a fait beaucoup là, du fait que le Canadien doit prendre une décision avec leur direction. À la fin de la journée, c'est pas comme les Sénateurs il y a un an puis Mark Stone. Je veux dire, les Canadiens n'ont pas un joueur vedette qui devient un joueur autonome le 1er juillet. Non. C'est pas des grosses décisions qui s'en viennent. Là. Même si le Canadien se rend à 3-4 points des séries, puis quelqu'un leur offre un choix de 6e rond pour Nate Thompson, moi, je le fais quand même. Tu sais, ça change quoi dans la saison si ça change Nate Thompson? En fin de la journée, là. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Puis, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche, mettons, si tu trouves qu'il te manque de profondeur, de leur signer à cet été. Ouais. Non, on est d'accord là-dessus.
Mais c'est sûr que les décisions plus importantes, c'est là que tu vas savoir si le Canadien décide qu'il veut rester dans la course au moins à un certain niveau. Là. C'est que s'il y a des offres sur Tatar ou Petrie qui restent 1 an et demi sur leur contrat, et le Canadien dit non, ça te dit qu'au moins à un certain niveau, le Canadien dit on ne va pas dire non à la saison. Et pas juste à la saison, mais dans le cas de Petrie, c'est peut-être aussi qu'on veut revenir au mois de septembre puis l'avoir comme notre deuxième droitier à la défense. Exactement. Non, je suis d'accord avec ça. Puis moi, je ne les échangerais pas. Je pense pas que le Canadien est si loin que ça. Tu es peut-être à un joueur près en avant, un joueur près en arrière. Tu sais, j'ai dit hier, c'est Eric Wood qui était avec moi. Le Canadien réussit le coup Sébastien Aho. Sont-ils où ce qu'ils sont présentement? Oui, c'est intéressant comme moi. C'est très intéressant. Ou même Matt Duchesne. Mais Matt Duchesne en arrache pas mal à Nashville. Là. Mais tu sais, j'avais dans un milieu différent si sa saison se joue un peu différemment. Je suis d'accord avec ça. C'est dur à dire. Toronto, pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont de la misère, Ouf. Dermott, Justin Hall, Martin Marinson et Tyson Barrie. Tyson Barrie, les gens le connaissent. Forment le top 4. Et le défenseur le mieux payé est Cody Cecil sur une troisième paire avec Rasmus Sandin, qui a certainement peut-être été le meilleur d'un dernier match. Ouais. Non, c'est déjà une équipe qui, quand ils sont en santé, ont des problèmes défensifs. Ils n'ont pas de problème offensif, ça c'est sûr, mais ils ont des problèmes défensifs. Puis là, tu enlèves Morgan Riley, leur étoile, leur meilleur défenseur, pour 2 mois au moins. Déjà qu'ils jouaient sans Jake Muzzin, qui est vraiment leur meilleur défenseur défensif seulement. Avec sans Muzzin, sans Riley, aïe, ça fait mal. Et puis, tu sais, c'est drôle parce que tu as vu Sheldon Keefe qui s'en est pris un peu à ces jeunes joueurs samedi soir après la défaite contre Chicago. Parce que là, une défaite contre Chicago, moins d'une semaine après une défaite difficile en Floride, 2-4, Sheldon Keefe se rend compte un peu qu'est-ce que l'autre coach avant lui savait, Mike Babcock. Ouais. C'est que ça prend... Tu dois avoir un esprit comme joueur dans cette ligue pour être complet, pour vouloir faire les choses ces deux côtés de la rondelle. Puis il y a des soirs que, c'est pas toujours là. Puis il y a des joueurs sur l'équipe qui poussent toujours offensivement, mais font pas toujours les bonnes choses défensivement. Puis c'est frustrant, je pense, pour Frederick Anderson, probablement. Premièrement. Puis, tu sais, Sheldon Keefe, il rentre là-dedans, les joueurs l'adorent parce que c'est go, c'est un style offensif, correct. L'équipe est partie de même, d'ailleurs. Mais il faut quand même avoir un certain niveau défensivement. Puis, écoute, c'est une équipe avec beaucoup de talent. Il y a bien du temps avant la fin de la saison, mais il va falloir que Sheldon Keefe figure ça parce que présentement, ces séries commencent aujourd'hui. Toronto ne seront pas dans les séries. Si les Leafs font des séries au lieu de la Floride en troisième place dans la division, ils vont jouer Tampa ou Boston. Puis présentement, leur jeu défensif, encore une fois, leur laissera pas gagner contre Tampa ou Boston en première ronde. C'est clair. Puis imagine, CC et Barrie sont des acquisitions cet été. Imagine si ça n'avait pas été le cas, à quel point cette équipe-là serait... Parce que tu pourrais pointer du doigt le directeur général qui n'a pas amené une bonne défensive. Mais imagine, il reste Barrie et CC, puis c'est 2 gars qui a amené, tu sais. Oui, mais je vais te dire quelque chose, par exemple. Quoi? Il y a un joueur qui joue pas mal bien au Colorado. Oui, c'est pas un défenseur, c'est un joueur d'avant, mais c'est un joueur d'avant qui était très bon défensivement. Puis son nom, c'est Nazem Kadri. Ouais, 2 buts hier, 2 buts hier, puis je pense ça va être une saison de 30 buts, ça a l'air, à la fin de la journée. Il est 2e centre au Colorado. Il est très bon défensivement. Tu sais, je comprends, tu sais, que parce que Kadri s'est fait suspendu dans une série 2 années d'affilée, c'était un joueur qu'on a perdu confiance en lui à Toronto. Puis Tyson Barrie, c'est un très bon joueur. Puis Kerfoot, il joue quand même correct. Fait que le change a aidé les deux équipes, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que Kadri amenait? C'était pas juste sur le côté offensif. C'est justement ça qui manque à Toronto, c'est le côté offensif. Ouais, mais imagine un body de moins en défense. Imagine Barrie pas là. T'as Kadri, mais t'as un body de moins en défense, ça serait l'enfer. C'est vrai.
Écoute, le temps fly, pour ne pas dire autre chose. J'ai plein de petits points avec toi. Si tu veux, on va se faire un petit rapid fire. Je vais te parler de certains sujets, puis tu y vas avec qu'est-ce qui te passe par la tête. Par exemple, Mark Strom désire signer avec les Canucks de Vancouver. Les Canucks sont-ils intéressés avec Thatcher Demko et Di Pietro? Oui, les Canucks voudraient le signer, mais évidemment, c'est un contrat qui doit faire du sens. Et puis, c'est ça qui va être intéressant pour moi. L'agent de Backstrom, c'est Pat Morris de Newport. Okay. Pat Morris, il fait des gros contrats. Fait que ça va être intéressant de savoir si... tu sais, des fois, le joueur va s'impliquer. Parce que aussi, s'il ne veut pas partir. Là. Mais moi, je pense que c'est le temps qui se fait payer. Fait que ça va être très intéressant comme négociation parce que je pense peut-être un chiffre qui va surprendre les gens. Certainement. Surtout, moi, c'est pas un gardien de but que j'ai d'affection pour lui. Fait que j'aurais beaucoup de misère à être capable de le signer. Mark Strom, tu sais, je trouve que synonyme d'inconstance. Il peut te garder un match à la tête comme il peut être carrément pourri un autre. C'est pas... pour moi, c'est pas un gardien de but numéro 1 A. Tu comprends? Oui. Non, je suis d'accord. OK. Parlant de gardien de but, c'est Tim à notre mise en onde, là, 3 têtes à New York. Il va arriver quoi avec ça? Combien ils vont partir? Combien ils vont rester? Ben, les Rangers, selon mes informations, et puis d'ailleurs, il y a d'autres journalistes aussi qui ont fait les reportages, les Rangers parlent à certaines équipes au sujet de Georgiev. Mais on n'est pas intéressé de le changer juste pour le fait qu'on doit l'échanger avant le 24 février. Je pense que les Rangers vont être patients. Je pense que les Rangers veulent au moins un bon jeune joueur et peut-être un choix de repêchage en plus de ça pour ses services. Fait que c'est assez haut comme demande. Mais je pense que ça représente le fait que les Rangers, c'est pas la fin du monde, ils ont encore 3 gardiens après la date limite. C'est que peut-être quelque chose qu'ils peuvent arranger après la saison. C'est assez délicat comme situation parce que Lundqvist, qui ne joue pas souvent dernièrement, puis évidemment, c'est une légende. Il reste une autre année sur son contrat l'année prochaine. Il n'a jamais voulu parler avec les Rangers durant le repartissage de se trouver quelque part d'autre. Ben, en tout cas, pas jusqu'à temps. C'est lui qui contrôle tout avec sa clause de non-échange à 100%. Fait que c'est assez intéressant comme situation. Puis, tu sais, je me demande, à chaque fois qu'il joue plus maintenant, dernièrement, est-ce qu'il va vouloir changer d'idée ou non? Moi, j'ai l'impression que ça attend après la saison comme une grande discussion, là, mais c'est absolument intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec les 2 jeunes gardiens du vétéran, parce que, évidemment, c'est pas une situation que tu peux garder à long terme. Non, puis il y a des équipes qui attendent pour rentrer en séries éliminatoires qui pourraient être intéressées. Je sais que Larry Brooks avait lancé Carey Price aux Hurricanes, mais les Hurricanes ont besoin de gardiens de but s'ils veulent entrer en séries éliminatoires et être solides. Oui. Le gardien que les Hurricanes aiment beaucoup, Martin, c'est Robin Leonard des Blackhawks. Oh. La Caroline a essayé de le signer l'été passé. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il était joueur autonome. Puis je pense que la Caroline a des... Moi, je pense que s'ils ne l'ont pas déjà indiqué, ils vont l'indiquer, selon mes informations, aux Blackhawks, que si ils ne peuvent pas le signer, Leonard, qui est joueur autonome le 1er juillet, que la Caroline aimerait se rentrer là-dedans. Mais là, on parlait justement au début de notre intervention du fait qu'il y a des équipes qui doivent attendre avant de décider. Les Blackhawks, tout à coup, à 3 points des séries. Ah, puis je les avais mis en série. Je trouve qu'ils ont tellement une belle équipe, Pierre, maudite affaire. Ouais. Puis là, je trouve que l'éveil de Kubalik sur une première ligne leur donne un punch qu'ils attendaient, tu sais. Ouais, ben, c'est surtout le fait qu'ils se sont saisis défensivement aussi dernièrement. Là. Absolument. C'est une équipe qui donnait beaucoup de buts. Puis la raison que je parle de ça, c'est que si les Hawks, dans 4 semaines, à date limite des transactions, sont à 1 point des séries ou sont 2 points d'avance dans cette région-là, ça peut bien faire si Crawford et Leonard n'ont pas signé. C'est all-in à ce point-là. Là. Tu finis la saison que tes 2 gardiens, puis ensuite tu regardes ce que tu fais après ça. C'est pas le temps d'aller changer un gardien quand tu as une chance de faire des séries. Absolument pas. Absolument c'est ça qui est intéressant. T'as mentionné Price, évidemment, t'as vu mon reportage la semaine passée, Marc Bergevin qui m'a indiqué que arrête avec les questions de Carey Price. Là. Pas de surprise, là, Pierre. Non, ben, écoute, Marc l'avait déjà dit aussi, je pense, à tout le monde, à Montréal, que je pense que c'était durant le tournoi de golf au mois de septembre. Tu sais, je pense que c'est évident que Marc Bergevin, ben écoute, ça peut changer, évidemment, mais je pense que moi, mon impression, c'est que Carey Price et Shea Weber,
c'est ces deux gars pendant que lui est encore directeur général à Montréal. Ça, c'est mon impression. Mm-hmm. Puis moi, je pense que c'est avec raison. Tu veux que tes jeunes grandissent autour de bons vétérans. Regarde à Toronto, là. Il a fallu qu'ils signent Tavares. Sinon, il n'y a pas de grand leadership là-bas. Là. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, c'est les leçons que les équipes ont apprises pendant que les Oilers et les Stars ont eu des moments difficiles pendant plus qu'une décennie. Parce qu'on a essayé de tout faire avec des jeunes, mais ça prend... Il n'y a pas rien de meilleur dans le monde que c'est un jeune joueur. C'est Nick Suzuki, tu arrives à Brassard à chaque jour, puis tu vois Carey Price puis Shea Weber qui se préparent. Comment tu peux battre ça comme leadership? Exact. C'est important pour l'avenir du Canadien. Peut-être pas l'avenir de Shea Weber et de Carey Price, mais l'avenir des jeunes. Exact. De savoir quoi faire comme professionnel. Moi, je suis absolument d'accord que j'aurais jamais cette discussion-là avec ces deux gars-là, selon moi. Hein. Ouais. C'est comme Justin Williams avec les Hurricanes. Oui, absolument. Absolument. Écoute... lui, dans le fond, il voulait juste prendre un break en début d'année, puis il savait qu'elle allait revenir. Là. Ben, écoute, son corps n'était pas dedans là, au mois de septembre. Fait que je pense qu'il avait vraiment besoin d'un break, mais il a toujours, je pense, voulu revenir, mais il voulait faire ça. Okay. La même chose quand les Prédateurs ont ramené Mike Fisher. Finalement, ils ont perdu en 2 ans à Winnipeg, mais l'idée, c'est que au sein de ce vestiaire-là, Mike Fisher est tellement respecté dans le temps à Nashville. On pensait qu'on avait besoin de ça. Bon, là, je me fais dire qu'il faut que je te laisse aller bientôt. Là. Fait que je viens de barrer le sujet Ovechkin qui a dépassé Mario, on y reviendra. Les Panthers, je présume qu'ils vont être encore au sommet de la course, puis Kenville, puis tout ce qui est accompli avec cette équipe-là. Mm-hmm. Deux petites vites, mon Pierre. Galchenyuk, agent libre sans compensation. J'ai fait le saut, parce que Domi est avec compensation, que je n'ai pas pensé que Galchenyuk l'était. Est-ce que tu te souviens quand Rutherford avait dit s'il ne se place pas, quand il va avoir les retours des blessés, il ne sera plus là? Mm-hmm. Est-ce qu'on tente de trouver preneur pour Galchenyuk à Pittsburgh? Oui, monsieur. Justement, j'ai écrit là-dessus la semaine passée. Selon mes informations, les Pingouins vraiment appellent plusieurs équipes pour essayer de trouver une place pour lui. On a décidé au sein des Pingouins que le fait qu'il est sa 4e ligne, ça fait aucun sens. Il n'a pas été capable de s'établir avec cette équipe-là. Et puis, j'ai parlé avec plusieurs équipes la semaine passée qui m'ont dit que si tu veux aller chercher Galchenyuk, il est là. Fait qu'absolument, il est sur le marché. OK. Puis Elvis, il n'a pas left the building pantoute, hein? Ah, c'est simple. Je te dis que c'est tellement incroyable. Je pense au Columbus, la course aux séries. Tu sais, quand tu parles de ce qui s'est passé avec... moi, j'ai fait une grosse entrevue avec Kellenen au mois d'octobre. Et aucun regret du fait que les autres l'an passé, ils ont tout fait pour aller gagner la Coupe. Fait qu'ils ont gardé tous leurs joueurs autonomes, ils ont gardé Panarin, ils ont gardé Bobrovsky, etc. Ils ont été échangés pour Duchesne. Aucun regret. Ils ont battu Tampa. Même juste ça, ça a été excitant pour l'organisation. Là, les gens cette année pensaient, bon, là, il revient avec avoir perdu tous les joueurs. Mais Kekalainen m'a toujours dit qu'il avait confiance que la relève était là. Et comme c'est là, il se fait prouver qu'il avait raison. Puis Elvis Merskilins aussi, que Korpisalo, avant qu'il ait blessé, il avait beaucoup confiance que ces deux jeunes gardiens étaient prêts entre les deux de remplacer Bobrovsky. Puis je vais te dire quelque chose, ça aussi, ça a été prouvé correct jusqu'à maintenant. Les deux ont eu besoin d'un shake-up par Tortorella. Elvis, en début d'année, n'arrêtait pas les rondelles. Korpisalo s'énervait devant le filet. Il a benché Korpisalo, il a essayé Elvis. Elvis n'a pas arrêté les rondelles. Korpisalo est revenu, il est parti sur une run parce qu'il a contrôlé ses émotions. Korpisalo se blesse. Elvis semble avoir compris. Arrête les rondelles. C'est ça. Puis le vieux Tortorella, ça fait longtemps qu'il est là au Columbus. Il continue de faire la job. Oui, non. Puis, écoute, il y a une superbe défensive, on va se le dire, là, mais il réussit à gagner des matchs. C'est ça qui est important. Puis d'ailleurs, il continue de gagner au classement. Attention avec les Blue Jackets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipes dans la Ligue qui ont plus d'espace de plafond salarial que les Blue Jackets de Columbus. À date limite, oui. C'est quoi le nombre qui sera le plus haut, Pierre? Je veux dire, l'équipe qui va avoir plus d'espace? Non, le joueur qui pourrait être rangé à date limite le plus hot. Ah, oui. Ben moi, je te dirais, ça dépend s'ils sont signés par leur équipe, là, mais entre Jean-Gabriel Pajot et Chris Kreider, c'est les deux noms que j'entends plus souvent parmi les formations. On espère qu'ils sont disponibles avant le 24 février. OK. Moi, Kreider avec les Flames, ça ferait du dommage, je pense.
Ben, les Flames, on regarde surtout pour des droitiers, pour un joueur d'avant. Ouais. Fait que, moi, je te dirais que des noms à retenir pour les Flames, ça serait Tyler Toffoli ou Jean-Gabriel Pajot. Intéressant. On prend cette conversation-là exactement où est-ce qu'on l'arrête la semaine prochaine. Parfait. Bye, Pierre. Salut. Bye. Un gros merci à Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Absolument. Le nom de Pajot, Toffoli, il y a Wayne Simmons aussi qui fait partie des discussions. D'ailleurs, vous pouvez lire chaque jour le coin des rumeurs sur rds.ca. On va voir les mêmes noms circuler pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Couturier? Ben, parce qu'on va voir les mêmes noms circuler pour les prochains mois. Ça te fait sourire? Ben oui. Ben, ça me fait sourire, certain. Parce que t'es là, hey, je suis TDA pour vrai, j'ai manqué un gag. Non, mais d'ailleurs, aujourd'hui, Jake Muzzin va faire un retour avec les Marlies de Toronto pour conditionnement. Parce que lui est blessé depuis un petit bout. J'avais la date tantôt. Ils ont tellement besoin d'aide, je suis surpris quand même qu'il fasse ce détour-là. Oui, mais il va faire le détour jusqu'en fin de semaine. Dans le fond, il va revenir la semaine prochaine. Il manquera pas de match avec les Leafs. Probablement pas. C'est la pause. Probablement pas. C'est l'empoint, Luc. Oui, puis il ne participe pas au match des étoiles. Non, il ne participe pas au match des étoiles. Puis aujourd'hui, est-ce que les Canucks seront acheteurs? Plusieurs auditeurs ont soulevé le point qu'ils vont être curieux de ce que vont faire les équipes canadiennes. Toronto, entre autres, je pense que c'est Sylvain qui écrivait ça. Les Leafs auraient besoin d'expérience, de calme et de maturité, principalement à la ligne bleue. Il a parlé de chez Weber, mais ça ne se fera pas. Mais les Canucks aussi, qui est quand même une surprise. Tu parlais de 58 points tantôt. Là. Les Canucks sont premiers présentement, mais il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas dans les séries. 57, t'es hors des séries. T'es wildcard. Fait que 58, t'es premier, 57, t'es wildcard. C'est ça. Bon. Les Red Wings de Détroit, il y a plusieurs auditeurs qui ont soulevé cette équipe-là comme vendeur. On parle dans les rumeurs aujourd'hui de Trevor Daley qui souhaiterait quitter le navire à Détroit. Je comprends bien. Je comprends bien, effectivement. Les gens nous ont écrit au sujet du président des Rockets de Laval. Du Rocket, Mark Whitman, qui a remis sa démission ce matin. Il va y aller d'une déclaration, d'un communiqué un petit peu plus tard aujourd'hui. Gentil monsieur, mais je pense pas qu'on va pas faire un segment là-dessus. Là. On ne connaissait pas c'était quoi ses tâches. On ne connaît pas les motifs de toute façon. Exactement. Ouais. Donc, on va attendre de voir la nouvelle passer du côté de RDS. Ouais. OK. Gros merci. Ben, tu parles de Chris Kreider, là. Plein de rumeurs par rapport à Chris Kreider. Je pense que c'est les Bruins la dernière fois qui avaient acheté Charlie Coyle l'année passée. Avec la victoire des Blues et de la façon qu'ils ont joué, des joueurs qui patinent, qui sont capables de donner des coups d'épaule pourraient être importants en série. Je sais que tu veux quitter, mais Jean-Gabriel Pajot, tu penses qu'il va arriver quitter, c'est toi qui me dis tout le temps à l'heure. Là. Moi, je peux rester ici jusqu'à 1h30. Non, on a des choses à faire. OK. Non, mais Jean-Gabriel Pajot, est-ce que tu le vois re-signer avec les sénateurs ou quitter pour... Pierre Dorion avait dit que ce serait un sénateur pour la vie. Parce que là, Pierre Lebrun, tantôt, parlait peut-être d'une possibilité que les Flames de Calgary. Les Flames avaient besoin d'un droitier. Il y a besoin d'un droitier. Et les noms les plus hauts sont Pajot et Toffoli, donc ce sera un dossier à suivre. Ouais. All right, gros merci à Tim à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Tim à la mise en onde, ça, c'est Alex. Ouais, Alex et Tim aux médias sociaux. Aux médias sociaux. Mes excuses. Et demain, là, ne manquez pas ça, Éric Bélanger va être là. Oui. Et Craig Button, on va parler évidemment des espoirs du Canadien parce qu'on voit les espoirs, puis on dit toujours que les espoirs du Canadien sont A1, on va dire ça comme ça. On verra. Fait que soyez là. Dossier à suivre. Yes. Gros merci d'avoir été là. On jase demain, midi, rds.ca.